Salut les gars, on se retrouve pour le quatrième podcast Gauthier. Ouais, Et puis on a ça un file. joli invité, ouais, c'est bien, on le fait avec grand plaisir. Ouais, Et aujourd'hui on a Pedro. Salut les gars, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là avec vous cet après-midi. Ouais, c'est un plaisir aussi pour nous, sachant que on était sur la versant joueur, là on est sur le versant staff. Ouais. Toi qui es entraîneur aujourd'hui à Carouge, si tu pouvais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais de toi? Quel genre de personne tu es? Alors moi je suis Pedro Nogueira, je suis d'origine brésilienne. J'ai grandi à Genève, avec Sacha on se connaît depuis des années. Fort longtemps. Exactement, exactement. Et j'étais toujours été un grand passionné de football. Malheureusement, mon talent n'était pas suffisant pour avoir une carrière de joueur professionnel, donc je me suis rabattu très très tôt sur le coaching. J'ai commencé à coacher à 16 ans. Je disais très jeune, je pense que tu te souviens, que je voulais être entraîneur professionnel. Et voilà, et de fil en aiguille, j'ai fait un petit peu aussi ma vie tourner autour de ça. De fil en aiguille, avec un peu de chance, beaucoup d'investissement de temps, beaucoup on va dire aussi de focus sur ça. J'ai pu faire mon chemin, et là, ça fait maintenant une dizaine d'années que je vis du football, que je suis entraîneur professionnel. J'ai eu la chance d'être dans différents pays, dans différents contextes. T'as bien vagabondé, hein. Exactement. Donc voilà, et puis on continue le petit bout de parcours aujourd'hui en Suisse. D'ailleurs, si un jour tu cherches un 6, j'en ai un sous la main. voilà, ouais. Il a montré ses preuves à Collet. Ou alors un gardien de but aussi. Un gardien de gardien. but. C'est pas tout à fait le même job, mais Tu serais prêt? Tu serais prêt à être au wall ou pas? Tu te sentirais? tu te rappelles ce que je dis souvent avec Jérém. Moi, j'aime bien dire que le foot et le hockey, c'est complètement inversé, parce que au hockey, le gardien, c'est le moins courageux. Bon, ouais, on peut percevoir les shoots forts, etc. Mais souvent, dans une équipe, c'est le moins courageux. Et au foot, j'ai souvent l'impression que c'est l'inverse, quoi. Le gardien, il a souvent besoin de porter ses couilles quand il sort, et d'aller au contact. Donc, je trouve que c'est complètement l'opposé, hein. T'aimes pas les sorties kamikazes où tu viens les deux pieds en avant et... Avec mes lames, moi, c'est super idée. On a l'habitude de dire au foot que pour être gardien de but, il faut être un peu fou. Mais moi, je pense que ce qui rejoint le hockey et le foot à ce poste, c'est la responsabilité, parce que autant un offensif, il peut faire une erreur, ça peut passer inaperçu, et puis voilà, il y a des joueurs qui vont récupérer pour lui. Autant un gardien de but, s'il fait une erreur, tout le monde est conscient de cette erreur. Donc je pense que ça, la responsabilité au poste, elle est élevée, et ça, au hockey et au foot, quoi. Il a tout dit. Il a tout Ouais. dit. Parce que Pedro, tu le disais, tu as eu hyper tôt l'envie de commencer à entraîner. Qu'est-ce qui... parce que moi, à ton âge, il y a les football managers, il y a des trucs comme ça, je me disais pas j'allais entraîner une équipe. Mais qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce métier? Voilà, d'abord, il y a l'intérêt pour le football, il y a cette passion pour le football, qui était aussi un lien avec mon pays, avec le Brésil, bien évidemment, supporter de l'équipe nationale, voilà, de plusieurs contextes. Et ensuite, il y a l'aspect humain aussi que j'ai toujours apprécié. J'ai toujours été quelqu'un de très communicatif. Et en fait, j'arrivais dans le football en tant qu'entraîneur à retrouver un petit peu ce côté extroverti que j'ai toujours eu, communicatif, avec l'intérêt pour le jeu, l'intérêt pour le sport, pour tout ce qui est autour du sport, les émotions que le football procure aux gens. Ça m'a toujours touché, soit à la première personne, soit d'aimer voir ce qu'on peut susciter aux gens dans différents contextes. Donc voilà, je trouve que le football, c'est quelque chose de très intéressant, parce que ça fait vibrer le sport en général, les sports d'équipe, ça fait vibrer, ça fait vivre des émotions. Et je pense que très tôt, j'ai été touché par ça, en fait. Il y a, quand tu nous parles de très tôt, il y a un coach ou un joueur qui t'a percuté très tôt, et tu t'es dit, tu l'as regardé, tu t'es dit, ce gars-là, il me donne envie d'être coach. Pas forcément, pas spécialement, et pas forcément d'entraîneur sur lequel je disais, ah bah tiens, il y a cet entraîneur-là, et c'est sur lui que je veux copier. Je pense que j'ai fait mon propre parcours. Je pense plus football manager finalement qu'autre chose, quoi, parce que t'es pris à ce jeu, et puis derrière tu dis, bah ça pourrait être intéressant de le faire sur la vraie vie.
Et c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé, parce que j'étais un fan du jeu. Et puis je suis pas le seul, hein. Je pense plusieurs entraîneurs qui étaient d'abord des passionnés de ça. Et puis tu découvres un petit peu un métier, puis de fil en aiguille, tu le découvres dans la vraie vie, d'abord sur un contexte amateur, puis petit à petit sur des équipes professionnelles. Donc voilà, tu découvres la véritable football manager. Et si tu devais aujourd'hui partager ce qu'un jeune entraîneur pouvait vivre avant de signer son premier contrat pro, enfin, qu'est-ce que tu as vécu ces premières années avant de signer ton premier contrat pro en Espagne? Bah, c'était très difficile parce que j'avais cette volonté, ce rêve. Mais voilà, quand tu n'es pas joueur professionnel, d'y arriver, c'est très compliqué au niveau des diplômes, au niveau des opportunités que tu as, au niveau de tout ça. Moi, je pars du principe que déjà, il faut avoir envie et il faut le dire. Que ça, c'est une première chose qui est importante. C'est-à-dire, même si les gens te prennent pour un fou, parce qu'au départ, moi, on me prenait pour un fou, dire, mais comment toi, tu vas devenir entraîneur? Il faut avoir déjà cette confiance Ambition. en soi, de dire je peux y arriver. Et en fait, je pense que ça entraîne une spirale positive autour de toi, dans lequel si toi tu le dis, et derrière tu t'ouvres à des opportunités, parce que tu connais des gens. Aujourd'hui, je connais Gauthier, demain je connais Sacha. Et puis de fil en aiguille, les gens vont se dire ah bah tiens, il y a un jeune qui a beaucoup d'envie, qui compte pas les heures, qui a de l'investissement, qui est confiant même si finalement tu sais pas grand chose parce que tu débutes, donc forcément tu sais pas. Et je pense qu'il faut avoir cette espèce d'obstination, il faut avoir cette confiance à dire les choses, et les opportunités viennent des façons les plus improbables. Parce que moi, entre guillemets, mon raccourci vers le football professionnel, il vient d'une façon hyper improbable, hyper improbable. Donc mais il vient d'une façon improbable parce que j'étais ouvert à ça. Si j'étais fermé ou retranché sur moi-même, ça aurait été impossible. Tu as une anecdote comme ça qui te vient en tête sur ce que ça pouvait représenter le football amateur quand tu as commencé? Bah oui, la première équipe que j'ai entraînée, c'était avec un copain, des filles. Et puis, on se prenait des 15, des 16, des 14-0 tous les matchs. Donc, la meilleure équipe que j'ai entraînée. Moi, je découvrais. J'avais aucun coach. Je me rappelle, j'allais bien habillé au match, alors que c'était des... Vous noterez d'ailleurs qu'aujourd'hui, le costard, il est là. Ah bah voilà, tu vois, on garde ça depuis l'époque. Non, mais après, on apprend qu'il y a certains codes. On apprend à gérer les gens, à parler aux gens, à gérer un exercice, un entraînement. Donc voilà, c'est petit à petit. J'en profite, sport féminin. Personnellement, je suis un énorme fan. Comment tu vois la différence entre les hommes et les filles, surtout dans la façon dont elles dealent avec leurs émotions? Alors, je suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à cette question parce que j'ai très peu coaché des filles. C'était vraiment seulement ma première équipe. Mais moi, je pense que oui, que les femmes en général, elles ont peut-être un rapport à l'émotion qui est différente des hommes, et que c'est très intéressant de comprendre, de voir les différences qu'il peut y avoir, même si, encore une fois, moi, je ne sais pas exactement quelles sont-elles. C'est vrai qu'en discutant avec certains collègues qui entraînent des femmes, ils disent qu'il y a un certain nombre de défis que peut-être tu n'as pas avec des hommes et vice-versa. Ouais. Donc voilà, mais je pense que c'est un défi, et c'est un beau défi, et je trouve que le football féminin ou le sport féminin en général, c'est très intéressant. Ouais, nous, on aimerait bien d'ailleurs inviter aussi enfin, on avait pensé aussi une footballeuse, mais ça peut être aussi d'autres sportifs. Enfin. Ouais, bientôt, Ouais. bien sûr. On parlera justement des prochains invités, ça Ouais, va venir bientôt. ça va venir. Pedro, qu'est-ce qui t'amène en Espagne? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu te retrouves en Espagne après ces différentes expériences que tu as eues en Suisse? En fait, c'est ce que je disais, c'est être ouvert à des opportunités, c'est d'être exposé un petit peu au monde, petit à petit rentrer dans le circuit. Moi, ce qui m'amène en Espagne, c'est une opportunité en or que j'ai eue
et que je remercierai la personne qui me l'a donné toute ma vie parce qu'elle m'a vraiment lancé dans le football professionnel. C'était quelqu'un qui est implanté dans la région, ici dans le bassin de Genève, qui avait eu la possibilité de racheter un club en Espagne. Moi, je travaillais avec lui. J'ai commencé à travailler avec lui d'une façon improbable. Il est dans l'organisation de matchs amicaux. D'ailleurs, je le salue, Mévi, je t'envoie un petit bonjour. Mais voilà, j'ai commencé à travailler dans l'organisation à 20 ans, 21 ans, alors que j'étais en études à l'université, dans l'organisation des matchs amicaux, parce que c'était une façon de connaître du monde dans le milieu, de rencontrer des gens. Je me rappelle, j'avais un ami à moi qui avait sa copine qui travaillait pour cette personne, pas dans le cadre de sa société, mais à l'extérieur, et qui m'a un jour donné sa carte de visite. Moi, je lui ai écrit plusieurs fois, des mails, des appels, jusqu'au jour où il me reçoit, il me prend pour un stage, et puis de fil en aiguille, je le connais, je commence à travailler dans sa société en parallèle de mes études et des équipes que j'entraînais. Et puis, un beau jour, la chance, le destin, mais encore une fois, c'est parce que j'étais exposé à ça, fait que, voilà, lui, il reprend un club en Espagne, un club professionnel de Segunda B, donc la 3e division espagnole, qui est un championnat incroyable, parce qu'il peut y avoir des équipes comme le Deportivo La Corogne, Murcia, des matchs, 20 000 personnes, et vraiment au cœur du football espagnol. Et là, il me propose d'y aller, tout simplement. Dans un premier temps, pas sur le terrain, et puis après, j'arrive à bien m'entendre avec l'entraîneur qui était en place, à négocier avec toutes les parties prenantes un poste dans un staff. Donc, du jour au lendemain, je me retrouve propulsé dans le football professionnel en Espagne, dans un staff avec des gens très compétents. D'ailleurs, cet entraîneur est aujourd'hui l'entraîneur d'Albacete en 2e division espagnole. On avait vraiment un super staff avec des gens qui avaient de l'expérience en Liga. Donc moi, je découvre le monde professionnel depuis l'intérieur, en étant payé pour ça, dans un pays comme l'Espagne. Et c'est ça qui m'a permis après de lancer ma carrière, de passer mes diplômes là-bas, de coacher moi-même en Espagne, etc. Et puis me lancer, quoi. Mais c'était un petit peu un parcours... Enfin, moi, je ne savais pas que ça allait arriver et que c'était un peu la chance. Mais la chance parce qu'au final, on m'a donné une carte de visite et moi, j'ai appelé 15 fois. Donc, voilà. Si tu nous parles de ce premier poste, c'est quoi exactement le poste dans cette équipe? J'étais entraîneur adjoint. Entraîneur adjoint. Entraîneur adjoint, ouais. Vous nous parlez des entraîneurs adjoints un petit peu tous les deux. C'est quoi la grande différence du rôle entre un entraîneur adjoint et sa différence dans sa relation aux joueurs et celle d'un head coach? L'entraîneur adjoint, pour moi, c'est un rôle clé, un rôle difficile. Parce que un entraîneur adjoint... Alors, il y a 2 types d'entraîneurs adjoints. Il y a les entraîneurs adjoints à vocation entraîneur et il y a les entraîneurs adjoints à vocation entraîneur adjoint. La grande difficulté quand tu es entraîneur adjoint, c'est de comprendre que tu as tes idées de football qui vont pas forcément être les mêmes que celles de l'entraîneur principal, mais que finalement, toi, tu es là pour aller à fond sur les idées de l'entraîneur, même si tu dois passer outre tes convictions. Ça, c'est très important comme premier défi. Et ensuite, il y a un aspect que, en tant qu'entraîneur adjoint, tu peux avoir une relation avec les joueurs que l'entraîneur ne peut pas avoir, parce que l'entraîneur, il doit avoir une certaine hauteur. Chose que l'entraîneur adjoint peut avoir une relation plus proche avec le joueur. Et toute la difficulté, c'est qu'on est un petit peu en position de force, parce que quand on est entraîneur adjoint, parce qu'on a un rapport particulier aux joueurs, les joueurs peuvent se confier, si on fait bien notre taf, on crée des liens de confiance. Et ça, il faut bien évidemment utiliser à bon escient, parce qu'on peut être soit un atout très très important pour l'entraîneur, soit assez nocif également. Donc finalement, c'est un rôle qui est difficile. Je l'ai eu fait pendant des années. C'est pas évident, c'est un beau rôle. Il y a moins de pression aussi, tu vis ta vie plus tranquillement. Totalement. Parce qu'il y a une grande différence. C'est pas le même métier. Et c'est pas le même métier parce que l'un prend des décisions, l'autre ne prend pas des décisions. Et quand tu prends des décisions dans la vie, c'est plus dur. Entraîneur adjoint à vocation adjoint ou à vocation entraîneur, Sacha? Alors moi, totalement adjoint. Moi, on en a parlé avec Pedro. Moi, j'ai absolument aucune ambition d'être un jour entraîneur. Enfin, c'est des responsabilités que je ne cherche pas. C'est une place que je ne cherche pas. Bon, au contraire, ce que tu disais, j'aime bien cette proximité avec les joueurs.
Alors, de nouveau, j'ai un background de psychologue, mais je fais jamais de psychologie sur le terrain de foot. Mais je sens qu'il y a des choses qui peuvent se développer dans le lien que peut-être l'entraîneur principal ne peut pas développer aussi faute de temps, parce qu'on peut pas accorder de l'attention à tous les joueurs non plus. Mais et d'avoir ce rôle de, enfin, toi tu l'as vécu aussi en tant que joueur. Il y a parfois des choses que tu peux pas faire remonter à l'entraîneur et du coup tu passes par l'adjoint. Enfin, certains messages que tu fais passer et puis après c'est l'adjoint qui va un petit peu filtrer, trier, reformuler. Enfin, il y a tout un travail à faire après. Mais pour revenir à ta question, non, moi je suis très bien dans mes bottes d'adjoint et puis j'en réclame pas plus. Sacha qui aime bien faire des génogrammes. Moi, j'aime bien voir ça comme... Pour moi, l'entraîneur, souvent, c'est une figure paternelle et c'est important. On cherche toujours la validation de l'entraîneur. C'est important pour le joueur. Même si on ne s'entend pas avec, c'est quand même lui qui valide et qui nous met sur le terrain en position de performer. Et puis l'entraîneur adjoint, il a plutôt le rôle de grand frère. Il traduit un petit peu des fois. Ouais, ça c'est une très jolie image. Absolument, absolument. Et après, c'est pour un jeune entraîneur, aujourd'hui, de plus en plus, le marché, en tout cas du football, absorbe des jeunes entraîneurs. C'est là où il faut faire attention parce que ça sert à rien de forcer une image paternaliste si t'es pas le père des mecs parce que tu as en fait, t'as une horizontalité au niveau des âges. Et donc, c'est là où il faut être bon. C'est qu'il faut se mettre dans une position d'une certaine hauteur, c'est normal, parce que c'est l'entraîneur. Mais il ne faut pas forcer quelque chose, il ne faut pas jouer un rôle. Et si tu commences à jouer un rôle, je pense les joueurs le sentent et tu perds toute crédibilité. Donc il faut être soi-même. Et il faut essayer d'aider étant soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, on a les trois à peu près le même âge. Et Sacha peut m'aider, moi je peux peut-être t'aider et ainsi de suite. Et on peut créer une synergie intéressante. Et c'est vrai que les figures, c'est quelque chose de délicat dans un projet. Il faut être attentif par rapport à ça. Pour en revenir à l'Espagne, est-ce que c'était dur de faire ce choix pour toi, de quitter la Suisse pour au final vivre la vie que tu souhaitais? Non, alors pas vraiment, parce que moi j'ai eu la chance de quand même grandir en partie à Rio. Donc moi, quand on me propose d'aller au soleil en Andalousie, dans la ville la plus ensoleillée d'Europe, et d'être à 25 degrés en hiver, et de pouvoir vivre du football, au contraire, moi c'était un réel plaisir. Alors, j'aime bien le cadre de vie de la Suisse, bien évidemment, mais c'est vrai que l'Espagne, après, ça me correspond aussi de par ma personnalité. Donc voilà, je me sens très très bien en Espagne. J'ai été tout de suite bien reçu, bien accueilli. En plus, j'ai été dans un coin d'Espagne. Enfin, j'ai fait plusieurs villes, plusieurs contextes. Mais quand même, j'ai passé la plupart de mon temps en Espagne, en Andalousie, où les gens sont très agréables, très accueillants. Et puis on vit bien. Et puis on est plutôt bien là-bas. On va pas se plaindre. Et qu'est-ce que tu apprends durant cette période où tu es dans le staff? Tu n'as pas encore ce poste d'entraîneur de la première équipe. Qu'est-ce que ça t'apporte sur le plan personnel? Bon, moi, j'ai énormément appris et aussi parce que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont bien voulu partager avec moi. Encore une fois, des entraîneurs très, très compétents qui ont fait voilà, plusieurs clubs professionnels espagnols, qui ont accepté de partager leur savoir-faire avec moi. Les joueurs également, comment me diriger un groupe professionnel. Enfin, j'ai appris à tous les niveaux. J'ai appris d'un point de vue humain, j'ai appris bien évidemment d'un point de vue professionnel. J'ai eu la chance de faire des écoles avec des personnes, encore une fois, très compétentes. Et dans un contexte aussi qui m'a appris qu'est-ce que c'est le monde professionnel, qu'est-ce que c'est un grand pays de football depuis l'intérieur. Donc c'était très enrichissant à tous les niveaux. Et c'était une espèce de master accéléré. Et voilà, j'ai énormément appris. Tous les jours, j'apprenais. C'est l'apprentissage du terrain, au final. Toi, il y a quelque chose qui a été particulièrement difficile cette période? Il y a quelque chose qui t'a demandé de te réadapter? Enfin, il y a quelque chose qui était difficile pour toi? En fait, ce qui est le plus dur, c'est quand toi, tu rentres dans un projet comme ça. Moi, je pouvais pas... je devais rester crédible euh, auprès des joueurs, ça c'est sûr. Donc, tout en sachant et j'ai toujours été conscient d'où je venais
que j'avais par rapport à mes autres collègues, il fallait que je rattrape un certain nombre de choses, parce qu'ils avaient énormément d'expérience dans le foot professionnel et pas moi. Donc, c'est de trouver ce juste équilibre entre être crédible auprès des joueurs, tout en sachant, moi, jusqu'où je pouvais aller. Et je pense que j'ai eu de la crédibilité parce que j'ai jamais voulu faire quelque chose qui était au-dessus de mes moyens, ou etc. Donc, sur les premières semaines, voire les premiers mois, je me suis tenu à faire ce qu'on me demandait de faire, animer comme on me demandait d'animer les séances, etc., etc., pour petit à petit me lâcher, petit à petit mettre ma patte, aider les personnes avec qui j'étais de ma façon. Et c'est un processus, comme tout dans la vie. Et comment tu vis ce changement de statut quand tu passes dans le staff, entraîneur adjoint, à d'un coup entraîneur d'une première équipe avec un contrat professionnel? Alors d'abord, il y a eu un passage par la réserve, qui était une équipe semi-professionnelle. On s'entraînait le matin avec des joueurs qui avaient entre guillemets, le loft de la première équipe, des jeunes qui venaient de partout d'Espagne, qui étaient là-bas. Donc c'était une équipe aussi dans une dynamique professionnelle. Donc moi, quand voilà, il décide de s'en séparer de l'entraîneur qui était en place, moi, il me propose plusieurs possibilités, y compris celle de reprendre la réserve, justement, dans un mouvement interne. Donc je reprends d'abord la réserve. Et ça se passe plutôt bien en termes de résultats, de contenu. Moi, ça me permet aussi d'appliquer ce que j'ai appris sur ce que j'avais emmagasiné, que j'avais mis en place, etc. Et puis ensuite, voilà, il y a eu l'opportunité de reprendre la première équipe. Donc, j'ai eu la chance d'être le plus jeune entraîneur à coacher en Segunda B, en 3e division espagnole. J'avais 26 ans. J'avais même pas les licences pour entraîner dans la catégorie. J'ai fait quelques matchs avec des bons résultats. Et là, c'était incroyable parce que je connaissais les gens et ce rôle d'entraîneur adjoint, ça m'a aidé parce que du coup, j'avais une relation proche avec les joueurs, qui était un groupe difficile. Énormément de joueurs qui avaient joué en Liga, énormément de joueurs qui étaient sur la fin de leur carrière, plusieurs problèmes. Je succède à un coach, à l'entraîneur adjoint de Bernd Schuster au Real Madrid, où 6-7 ans avant, il avait gagné la Liga avec le Real Madrid. Donc on me met là, et puis les premières jours, les premiers contenus, c'était bien évidemment une épreuve de feu pour moi. Mais moi, je pense que je l'ai réussi parce que aujourd'hui, si on parle à tous ces joueurs que j'ai eus, ils me recommandent tous. Donc maintenant, certains sont agents, on a déjà collaboré ensemble. Et voilà. Et moi, je me suis dit, quand je suis arrivé dans ce VCR, je me suis dit, je vais leur rentrer dedans. Et est-ce que pour toi, l'âge, ça a été un souci à un moment donné de ta vie? Le fait que tu sois aussi jeune, la perception des autres? Bah, non, parce que j'ai jamais voulu faire quelque chose qui n'était pas moi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été moi-même. Et voilà, j'ai toujours dit au groupe, voilà, moi, j'ai mon âge, je suis qui je suis, et je vais toujours dans une logique de collaboration. C'est-à-dire que je vais toujours dans une logique de créer quelque chose ensemble. Que ce soit avec une équipe où il y a des cadres, des personnes qui ont plus d'expérience que moi, ou avec des jeunes. Là, c'était aussi ma démarche avec les jeunes du Lausanne. C'était de créer quelque chose ensemble avec eux. Moi, je sais travailler de cette façon-là. Et je pense que quand abordes tu abordes comme ça un groupe, tu as plus de chances de passer dans ton message. Et comment elle se passe, cette première expérience, du coup, globalement? Si tu fais le bilan, qu'est-ce que t'en dis aujourd'hui? Bah, c'était exceptionnel parce que déjà, ça m'a lancé, ça m'a mis un peu dans la presse. Les gens en ont bien parlé parce que j'étais très jeune. En plus, j'étais pas espagnol, donc ça a attiré pas mal de regards. Le premier match qu'on fait, on gagne. L'entraîneur adverse, c'était Pedro Munitis, l'ancien international d'Espagne. Donc c'était extraordinaire. Et j'ai énormément aussi appris. Bon, voilà, malheureusement, j'avais pas le diplôme. Je pouvais pas continuer à coacher. Donc, j'ai fait quelques matchs. Et j'ai dû me rabattre sur une division inférieure dans laquelle je pouvais coacher. Je ne pouvais pas coacher en D3 parce que j'ai eu même la possibilité de continuer en D3 espagnol à cette époque. Et voilà, c'était un énorme apprentissage. Et c'était aussi un petit peu ce côté, se lancer dans le bain
et puis voir ce qui se passe. Et puis ça s'est plutôt bien passé, donc voilà. Et cette année suivante, tu dois descendre d'une division. Tu le prends comment? Est-ce que pour toi, tu as l'impression que c'est un retour en arrière ou au contraire, c'est une opportunité qui vient? Comment tu te la Non, c'est une représentes? énorme opportunité parce que voilà, je signe dans un club où il y a entre 1000 et 1500 personnes par match. Parce qu'en fait, la dimension du football en Espagne, elle est quand même différente. Donc, t'as la presse, pas que en première division. Je veux dire, j'étais bien plus, on va dire, harcelé en 4e division espagnole que en 2e division suisse, par exemple. Euh, donc voilà, pour moi, c'était rentrer dans un projet où personne ne me connaissait parce que à El Ejido où j'étais, bah, j'avais un cadre qui me connaissait, directeur sportif qui me faisait confiance, que je connaissais, président qui était, entre guillemets, quelqu'un qui croyait en moi, que je connaissais de longue date. Et là, je rentre dans un club qui est complètement nouveau pour moi, dans un cadre complètement neutre, où les gens attendent des résultats. Et où il y a un petit peu de pression de la masse du public, un petit peu de pression des dirigeants, tout, bien évidemment, à son échelle. Mais quand tu as 1500 personnes dans un stade et que ça se passe pas bien et on commence à te dire Pedro va à la maison, tu commences à sentir le délire de cette profession. Et comment tu le gères, toi, typiquement, cette pression, enfin, du public? Tu marches en ville, il y a des gens qui te reconnaissent, peut-être qui disent quelque chose. Comment tu le gères personnellement? Alors, moi, je pense que déjà, j'ai pas vécu des projets dans lesquels, par exemple, être entraîneur du Servette ou de Bâle, etc. Où là, il y a une réelle pression parce qu'il faut quand même mettre les choses en perspective. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de difficile. Quand tu as les supporters qui sont contre toi, alors heureusement, dans les projets où j'ai été, ça c'est un tout petit peu en Espagne sur des moments très précis parce qu'ils sont très exigeants. Voilà, je pense que c'est pas quelque chose d'évident. C'est pas évident parce que ça va sur ta vie, un petit peu sur ta vie privée. En fait, et c'est là où c'est la magie du football, c'est que tu vois comment le sport, ce sport, il peut toucher les gens. Quand tu vois le visage d'un supporter qui veut pratiquement te frapper parce que c'est pas comme il veut et parce qu'il y a des résultats peut-être qui sont pas au rendez-vous, il faut essayer de faire abstraction. Mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'on sent une pression. C'est dur à dire, mais on sent la pression. Même si moi, j'ai jamais été pris à partie avec un groupe de 20 mecs qui sont venus en bas de chez moi pour me dire casse-toi. Heureusement, j'ai jamais vécu ce type de situation que tu peux avoir dans certains pays, dans certains contextes. Tu sens quand même la pression des résultats, la pression de sentir ce ballon qui touche le poteau, qui sort et que s'il rentre, tu sais que c'est une autre réalité. Et tu sais qu'il y a des enjeux financiers, qu'il y a de l'argent, qu'il y a énormément de monde qui dépendent de ça ou qui ont des intérêts. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à dealer. Et pour moi, il faut essayer de faire abstraction. Il faut se concentrer sur ce que nous, on peut maîtriser, sur ce que toi, tu as entre les mains. Et c'est quelque chose de fondamental parce que sinon, tu t'écroules sous la pression que tu as dans les épaules. Il y a des différences notoires entre l'Espagne et la Suisse à certains niveaux pour toi? Tu as parlé des médias, il y a autre chose qui te viendra en tête? Oui, il y a la culture du sport, la culture de la performance dans le sport. Il y a la passion. Aujourd'hui, alors je ne connais pas la Suisse alémanique. On sait que les Suisses allemands, en tout cas dans le football, ils vont plus au stade, ils sont à même d'amener plus de monde. Donc voilà, je pense que c'est ni mieux ni pire, c'est juste différent. Les Espagnols sont des vrais passionnés de football. Et on le ressent à tous les niveaux. C'est complètement différent. Et il y a quelque chose qui te manque de l'Espagne, typiquement? En dehors du soleil, parce qu'on a bien compris. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire des matchs en tant qu'entraîneur principal avec 10 000 personnes, 5 000 personnes, 4 000 personnes dans un stade. Alors, on l'a eu aussi en Challenge League, par exemple, à Haro, récemment, avec Carouge. Mais c'est vrai que cette passion-là de te rentrer dans un stade, je me rappellerai toujours la première fois qu'on est allé jouer. Alors, à cette époque, j'étais encore entraîneur adjoint à Murcia,
au Real Murcia, c'est un des clubs historiques du football espagnol qui est un peu dans une crise. Mais ils ont quand même 15 000 abonnés, ils jouaient la montée. Et nous, on était en moitié de tableau, il y avait 25 000 personnes au stade. Et tu sens que ça pousse, quoi. Et ça, c'est quand tu... Je pense que toi, tu l'as vécu au hockey. Ouais. Quand tu as des supporters, vraiment, tu as un stade rempli, comme nous, on a pu l'avoir avec Carouge à la Fontenette face à Bâle, par exemple. C'est quelque chose de beau et c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, j'invite tous les Genevois à aller à la Fontenette les vendredis soirs pour passer un beau moment et regarder jouer Carouge. Sacha paye les bières. Mais c'est pas très cher de toute façon. Hein. C'est souvent moi. Mais c'est vrai que cette passion-là de pouvoir avoir vraiment un public qui pousse, c'est dans des pays de football où les gens sont très très passionnés, comme l'Espagne, tu le vois à différents niveaux. Et comme le Brésil aussi. Hein. Comme le Brésil aussi. Par exemple, il y a un match aussi qu'on a joué très important avec une autre équipe que j'ai entraînée à Jaén. Ce n'est pas des noms connus, mais c'est un club qui met 4-5 000 personnes tous les matchs dans un petit stade. Donc, tu vas là-bas, c'est un petit peu comme aller à Haro en Challenge League. C'est vraiment des endroits qui poussent, où il faut être très solide, très solidaire. Et ça, c'est un kiff de ouf. Et d'ailleurs, bon, ça, c'est une thématique qu'on aime bien avec Gauthier, de par la co-intervention qu'on a mis en place. Est-ce que toi, tu as rencontré des joueurs qui avaient de la peine à gérer soit l'engouement des fans, soit au contraire, les fans qui insultent de tous les noms les joueurs? Est-ce que c'est des joueurs que tu as rencontrés dans ta carrière? Ouais, nous, on a eu un joueur en Segunda B. C'est vraiment un énorme gâchis parce qu'il était formé dans les meilleurs clubs espagnols, un milieu de terrain extraordinaire et un joueur extraordinaire, mais vraiment Xavi, il perdait pas un ballon à l'entraînement, c'était incroyable. Dès qu'il y avait un match plus tranquille, sans trop de stress, ou que lui, il était confiant, euh, vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, il avait fait plusieurs grands clubs chez les jeunes. Mais dès qu'il y avait un peu de pression, il s'écroulait au point de venir de dire je veux pas jouer le match. Comment tu le gères, toi, ça, comme coach? C'était très difficile. On a même fait appel à un psy du sport qui a essayé de l'aider. Bon, malheureusement, là, il a terminé sa carrière et puis il n'a pas réussi à passer un certain palier, même s'il a fait une carrière professionnelle pour la majorité en D3 en Espagne, qui est déjà un niveau correct. Il a pu vivre de ça confortablement pendant des années. Mais c'est vrai qu'il n'a pas fait la grosse carrière que tout le monde attendait de lui à cause de ça. Et essayer de le mettre. Alors lui, il avait vraiment un blocage au niveau psychologique, ça a été détecté, etc. Donc c'était presque plus à des professionnels de le prendre en charge que au coach. Mais je me rappelle des discussions et des discussions qu'on avait avec lui, de dire mais reste tranquille, il n'y a aucune pression, il n'y a pas une surattente sur toi, reste confortable, d'essayer de travailler sur le fait qu'ils doivent élargir sa zone de confort, qu'il soit aussi confortable en compétition qu'à l'entraînement. C'est tous des choses, des approches qu'on a essayées. Mais voilà, après, dans ces catégories-là, qui sont professionnelles, mais ce n'est pas le tout haut niveau, parfois, on retrouve des joueurs qui, techniquement ou tactiquement, ils auraient pu faire une énorme carrière et que soit par le sérieux, soit par l'hygiène de vie, soit par des blocages psychologiques, oui, jouent à un niveau professionnel, mais ne peuvent pas jouer plus haut qu'un certain niveau parce que ils n'ont pas toutes les ressources. Et c'est là aussi on voit la complexité que d'être un sportif d'élite. Il y a certaines choses qui leur manquent, comme tu le dis. Au niveau... Donc, arrive le Covid, le football, le sport mondial se met en pause. Toi, comment tu vis cette période? Et puis, qu'est-ce que tu y mets dedans? Alors voilà, le Covid, c'était difficile pour moi comme pour beaucoup, je pense beaucoup de monde. J'entraînais une équipe, la saison elle se termine abruptement. Le football, on reprend en Liga sur les deux ligues, les premières, deuxième division en Espagne, pas sur les autres. Donc il y a un souci aussi sur l'aspect économique. Je me retrouve sans salaire, donc je suis obligé de revenir en Suisse
pour gagner un petit peu d'argent. Je fais des jobs pendant 3 4 mois, comment dire, alimentaires. Voilà, je vais aller distribuer les pizzas, etc. pendant le Covid. Et je me dis, il ne faut pas que je dorme un petit peu sur l'attente d'agents, de gens qui me disent, ouais, t'inquiète pas, ça va reprendre. Il faut que je sois proactif et il faut que je m'anticipe parce que là, on ne sait pas combien ça va durer. Et puis, si ça se trouve, je vais complètement perdre l'insertion que j'avais sur le marché. Mhm. Et là, moi, j'ai l'idée de faire un livre, de mettre sur papier un certain nombre de choses, qui est là d'ailleurs que je voulais amener. Et puis, L'attaque en football, on vous invite à le commander, à le lire. Et en plusieurs langues en plus, hein, en français, plusieurs langues. espagnol. Là, il vient de sortir en portugais. Alors, je l'ai écrit en espagnol. Et voilà. Et puis, je ne sais pas si je vais vendre 10 exemplaires à mes amis, à Sacha, et puis à des amis proches, à ma famille, ou si je vais en vendre beaucoup. Donc, du coup, j'essaye de faire quelque chose vraiment top, top, top d'un point de vue contenu. Je passe énormément d'heures à étudier, à faire quelque chose qui soit neutre, pas simplement ma vision, parce que je me dis, moi, je suis personne. Donc, il faut que je fasse un manuel qui puisse intéresser le plus de monde possible. J'essaie de faire quelque chose de neutre. J'investis énormément de temps, j'investis aussi de l'argent, j'investis sur un truc qui est carré au niveau de la présentation. Et puis, en fait, il sort sur le marché. Et puis finalement, je me disais, moi, je dois faire le meilleur livre qui soit de tactique, même si j'y arrive pas. Mais en tout cas, ça doit être mon intention. C'est toujours comme ça que moi, je travaille. Et puis finalement, de fil en aiguille, ça se vend même beaucoup. Il y a des grands entraîneurs qui l'achètent. Il y a énormément il y a eu énormément de ventes. Et ça m'ouvre des portes. Ça m'ouvre des portes dans les médias en Espagne. Ça m'ouvre des portes dans d'autres projets. Ça m'a beaucoup aidé à rebondir, ce livre qui date déjà maintenant, c'était j'ai commencé à l'écrire en 2020, donc là il a 6 ans, mais il continue à se vendre. Il est devenu de fil en aiguille l'un des livres références en matière tactique en Espagne. Comment te vient l'idée d'écrire un livre à ton âge? Moi, je trouve que c'est absolument fabuleux. En plus, la masse, le nombre d'heures de travail que ça a dû représenter, d'où te vient l'idée d'écrire ce livre? En fait, l'idée, c'est un calcul qui est entre guillemets froid, dans le sens où je me dis, il faut que moi, j'ai commencé à faire quelque chose. Alors oui, j'ai entraîné quelques matchs en troisième division espagnole. Il y a eu des articles de presse, il y a eu des intérêts, j'ai coaché derrière, etc. Donc oui, je suis un petit peu sur le marché, mais c'est pas suffisant, notamment dans une période de crise. Donc il faut vraiment que j'essaye de me remettre un petit peu, que les gens entendent parler de mon nom, parce que je sais que le football, c'est comme ça. Il faut que tu sois toujours entre guillemets un peu visible, Mhm. parce qu'il y a énormément de monde, énormément de monde compétent, notamment dans un marché comme le marché espagnol. Mais bon, dans tous les marchés, en Suisse également, etc. Et puis voilà, ça me vient à l'esprit de faire un livre qui soit un manuel, comme on peut avoir un manuel, je sais pas, de marketing ou de je sais pas quoi, de le faire sur les tactiques. Et puis je commence à vraiment à organiser les idées, à organiser ce que moi j'avais déjà, parce que j'ai toujours beaucoup étudié le Mhm. football, de sorte à pouvoir être compétent après sur le terrain. J'approfondis un certain nombre de choses, et puis de fil en aiguille, il y a le livre qui sort de papier, quoi. Donc, tu reviens en Suisse, tu écris ce livre, tu as une expérience à Reims, c'est ça? C'était après le Covid, hein, on est d'accord? Ouais, Ouais. ouais. Donc derrière, moi, j'ai pu être. Bon, j'ai fait des choses dans la presse. Je commence à commenter des matchs. Mhm. J'ai la chance d'être, par exemple, commentateur attitré d'une des principales radios, la radio publique d'Espagne, d'Almeria, du club d'Almeria, en Mhm. deuxième division, aussi en première division. Donc j'ai pu partager l'antenne avec des anciens joueurs, des gens connus. Ça m'a permis de rester dedans. Derrière, j'ai été accepté sur la licence pro, UEFA Pro, donc j'ai pu la faire. J'ai fait une année la licence pro. Et derrière, oui, il y a eu l'opportunité au Stade de Reims, en France, où j'ai rejoint le groupe de la Pro 2, Ouais. donc groupe attaché à l'effectif professionnel, qui joue en National 2 en France. Et la première était en Ligue 1. Et la première en Ligue 1, bien évidemment. Et c'était un projet, là encore, j'ai énormément appris en France avec le football français, avec la formation française. A posteriori, en fait, quand tu es dedans, tu ne te rends pas forcément compte, mais sur la volée qu'on avait à Reims,
euh, qui n'avaient pas du tout débuté en première équipe. Donc des joueurs qui venaient du centre de formation, qui étaient là, première année, deuxième année avec la Pro 2. Ils en ont vendu pour 45 millions d'euros. Donc, Sacré montant. c'était vraiment un groupe d'élite plus. Et c'était un réel plaisir pour moi que de participer sur une saison on va dire, au processus de développement de certains joueurs. Quand je vois le montant du transfert de Valentin à Tangana en Arabie Saoudite, près de 25 millions d'euros, un jeune que j'ai fait, je ne sais pas combien de retours vidéo avec lui, que je l'ai pris à la maison, que je vois maintenant un joueur australien qui est à Norwich, qui met un triplé la semaine dernière et qui est arrivé à Reims et il a fallu l'aider dans l'adaptation. Enfin, tous des Mamadou Diakon qui est au club de Bruges, qui surperforme en ce moment, qui était un gamin qui venait de monter de 19 et l'apprendre, l'aider, parce que j'étais pas seul, mais de l'aider avec un certain nombre de choses, c'est génial. C'était une expérience incroyable. Je remercie énormément le stade de Reims, Yann Camboiré qui m'avait ouvert les portes du club, Mathieu Lacour, Caillot également, le père et le fils. Enfin, toute l'équipe du stade de Reims, je garde des bonnes relations avec eux. C'est vraiment un club familial et un top club en France. Et du coup, ensuite, retour au Bercail, en Suisse, où tu signes avec les moins de 21 de Lausanne, avec une équipe de jeunes. Comment ça se passe tes débuts? Alors, à Lausanne, c'est une belle opportunité aussi. Je remercie le club, toutes les personnes qui m'ont permis de revenir en Suisse sur une position qui était quand même stratégique, puisque voilà, on parle quand même des M21 d'un grand club suisse, formateur. Et c'était un beau challenge. Comprendre un petit peu le fonctionnement de la formation en Suisse. Travailler sur le développement individuel de certains jeunes, tout en amenant, et c'était pour ça aussi que j'ai été pris, une vision étrangère, hors ASF, circuit classique de la Suisse. Et moi, j'ai toujours essayé de mélanger un petit peu ce que j'avais appris en Espagne, en France, aussi les différentes formations que j'ai pu faire, etc. Et en fait, la façon de faire des Suisses. Et c'était un super projet. Première année qui était vraiment riche en apprentissage parce que l'équipe venait de monter en première ligue. Ils étaient restés sur une descente de première ligue en deuxième ligue interne. Donc, ils arrivent à remonter la première année. Moi, j'arrive, ils changent d'entraîneur. Moi, j'arrive en première ligue. L'objectif au début de saison, c'est se maintenir. Puis à la trêve, on se retrouve deuxième. En février, on se retrouve premier. Il y avait 30 journées. On fait 28 journées de suite dans le top 3. Et puis on arrive, on a des difficultés en fin de saison pour une X raison. Et puis on arrive sur ce dernier match de championnat à Échallens où j'ai énormément appris de ce match où on est qualifié pour les playoffs de montée en Promotion League alors qu'on l'a été toute la saison. On est qualifié jusqu'au dernier ballon du dernier match. Et là, on a un truc qui est sorti même dans la presse, tellement c'était incroyable parce que un de nos joueurs essaye un geste technique qui n'avait pas raison d'être. Et puis, ils prennent la balle. Et puis, sur la dernière action du dernier match de la saison, le mec met un but d'anthologie en pleine lucarne. L'arbitre, il laisse même pas recommencer la partie, il siffle la fin et on se voit éjecté du top 3 sur le dernier ballon de la saison alors qu'on était qualifié jusqu'au bout. Et je finis la première saison de Lausanne sur cet échec. Et on me l'a dit, voilà. Parce qu'à la fin, dans le football et dans le sport, tu commences avec un objectif. Mais si tu le surpasses, les gens, ils te mettent un deuxième objectif. Ils vont jamais se dire, ah bah c'est suffisant. Et ils se disent, bah voilà, il faut faire plus. Et du coup, on a eu en fin de saison l'objectif de se qualifier pour les playoffs. On n'y arrive pas. Puis heureusement, la deuxième année, on y arrive et puis on monte. Et comment tu le vis, ce premier échec échec en guillemets, parce qu'au final, c'était pas l'ambition en début de saison. Mais en tant qu'entraîneur, d'avoir, c'est un petit coup de poignard quand même, ce goal à Échallens. Comment tu le vis? C'était très, très difficile. Et ce qui a été plus dur, c'était l'entraînement d'après.
Ça, c'était dur parce que nous, on avait déjà aussi. Alors, on savait on devait prendre des points, etc., pour pas dépendre d'autres résultats. Mais on était aussi dans l'obligation de planifier la suite. Donc, on avait déjà planifié la suite. On avait déjà aussi commandé les pizzas pour l'après-match, etc., parce qu'on jouait 3 jours après. Alors, on savait que c'était pas fait, hein. On n'a pas pris le match de haut. Mais quand tu fais 8 mois dans le top 2, 3, où tu es dans les places de qualification, et derrière, tu sors sur un truc cruel, la suite était difficile. Et heureusement que, ben voilà, que Stéphane Anchaud, que Massimo Ceccaroni, que le président de Lausanne et enfin tout le staff de Lausanne m'ont permis de rebondir, de me laisser l'opportunité d'une deuxième année pour continuer à construire, qui avait des choses quand même très intéressantes. Et on entame la deuxième année avec un nouveau groupe, bien plus jeune, Ouais. mais une ambition affichée. Donc tu disais deuxième groupe, deuxième année avec des jeunes, encore plus jeunes. La saison, si je me rappelle bien, démarre plus lentement, où il y a voilà, peut-être une question de est-ce que vous allez réellement jouer la promotion. Tu me dis si je me trompe, hein. Mais moi j'avais en tête quelque chose d'un peu plus lent comme départ. Et finalement, bah, vous faites les points et la saison, vous accrochez les finales. Ouais, c'était une saison incroyable. J'ai énormément aussi appris sur cette saison-là parce qu'on commence avec 2 points sur 4 matchs. Et je me rappelle, voilà, on a eu une discussion en interne où voilà, les dirigeants, le directeur sportif, le directeur de l'académie m'ont rassuré sur le fait que voilà, que ça allait être une saison un peu plus compliquée, qu'on savait que l'équipe était bien plus jeune et que ça allait être difficile. Que je sois tranquille, qui me soutenait, etc. Parce qu'on a quand même commencé en se disant, mais comment on va faire? Et puis, avec beaucoup de travail, beaucoup d'insistance, des jeunes aussi talentueux, on commence à gagner des matchs, on enchaîne des séries, mais on finit le premier tour, on était quatrième ou cinquième, on n'était pas dans les premiers ni parmi les favoris. Et là, en fait, le club prend la décision de rajeunir encore plus l'équipe. Donc, plusieurs joueurs partent en prêt en Challenge League ou en Promotion League. Et là, c'était vraiment visionnaire de la part de Massimo Ceccaroni, directeur de l'Académie du Lausanne, qui voyait, moi je les voyais aussi, mais qui me disait non, mais les jeunes qui arrivent des M19, ils sont capables de faire et tu verras, il y aura une dynamique positive dans ton équipe et donne confiance aux jeunes que ça va bien se passer. Et on entame le deuxième tour par des bons résultats, mais encore, voilà, en dents de scie, victoire, défaite, jusqu'à enchaîner une série de résultats positifs. Puis en avril, il vient un petit peu ce coup de massue que moi je m'attendais déjà, où il m'annonce que je continuerai pas, Ouais. quoi qu'il arrive, la saison d'après, la 3e saison, C'est te le disais à peu près à quel moment du deuxième tour à 5 matchs de la fin. de la fin? Donc on n'était pas parmi les... On était encore 3e ou 4e. Et donc voilà, on annonce aux joueurs, il m'annonce à moi, puis il me demande, est-ce que toi, tu te sens, malgré ça, de continuer? Moi, je leur réponds, mais bien sûr, maintenant, plus que jamais, parce que je vais vous montrer que vous avez tort. Me concernant, donc il me regarde, ok, bon, bah, vas-y, fais ton taf, fais ton boulot. Et puis là, en fait, on surperforme en fin de championnat, on arrive à monter. On finit le dernier match, on est champion de la saison, alors on prend la première place sur le dernier match. Donc on gagne pour la première fois la première ligue. Ensuite, il y a les playoffs. Et puis là, on était lancé. Et puis on a réussi avec une équipe jeune à avoir énormément de maturité pour gérer 4 matchs d'affilée face à des équipes très solides, composées d'anciens joueurs professionnels. L'une d'entre elles, d'ailleurs, dirigée par Stéphane Lichtsteiner. Ouais. L'autre, la finale, c'était contre IF Juventus, qui étaient des joueurs qui avaient fait soit de la Promotion League, soit de la Challenge League, qui avaient beaucoup plus d'expérience que nous, qui jouent avec des joueurs de 17, 18, 19 ans. Et puis là, on avait réussi à créer quelque chose dans le calme, dans la sérénité, dans la confiance dans ce qu'on faisait, et on transmettait cette confiance sur le terrain. Et d'ailleurs, le dernier match, le match décisif, on est mené jusqu'à la 88e, on ne perd pas les pédales, on sait ce qu'on doit faire, on arrive à égaliser le match à la 88e et passer l'épaule en prolongation.
Donc voilà, c'était un sacre, je pense, qui était inattendu Mhm. et qui a fait du bien, je pense, à Lausanne, qui était depuis longtemps sans gagner des choses chez les jeunes. C'était un objectif affiché, de gagner quelque chose chez les jeunes, de monter en Promotion League pour la première fois. Et puis c'était une belle aventure humaine. Ta relation avec ces jeunes, ce que vous avez pu partager, tu le gardes encore aujourd'hui? Oui, bien évidemment, avec l'ensemble du club aussi à Lausanne, parce que j'en veux absolument pas au LS d'avoir décidé d'interrompre notre collaboration. Je sais parfaitement les raisons qui les ont amenés à prendre ce choix. Je sais que c'était pas quelque chose d'unanime. Donc il y a déjà une bonne relation avec Lausanne, avec les dirigeants de Lausanne. Et puis bien évidemment avec le club, l'institution, les supporters. Et puis, bien évidemment, avec les joueurs, parce qu'on a fait quelque chose de très sympa à notre échelle, bien évidemment. Ça ne vaut pas le titre d'une équipe première, mais quand on voit l'engouement qu'il y a eu, par exemple, sur le dernier match, on a pu avoir le COP qui était là en nombre pour nous soutenir et faire cette montée. C'était quelque chose d'incroyable pour eux et pour moi. Et on a des liens. Je pense quand on conquiert des choses ensemble, on a des liens qui restent et une super relation avec l'ensemble de ce groupe du Lausanne M21 et ravi aussi de voir qu'ils montent plusieurs joueurs qui sont dans le cadre de la première équipe du LS ou en Challenge League ou à l'étranger. Voilà, donc ils se développent aussi et ça me fait plaisir de le voir. Tu en as beaucoup parlé, mais développer des joueurs à Reims, à Lausanne, dans les équipes que tu as pu avoir en Espagne, et de les voir évoluer, de les voir grandir, ça te fait quoi? Est-ce que c'est la plus belle partie du job de coach? Oui, ça c'est une. Moi, je trouve que la plus belle partie, c'est de voir qu'on grandit ensemble. Voilà, je pense que moi, j'ai énormément grandi avec eux, avec l'ensemble des joueurs que j'ai pu côtoyer, que j'ai appris, et j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours des joueurs. Et c'est un petit peu mon, entre guillemets, mon mindset, quoi. Moi, je pense qu'on apprend de tous, de tout le monde. Moi, je suis toujours ouvert à apprendre. Je suis pas du tout renfermé sur moi-même. Et de voir qu'aujourd'hui, bah, tu as des mecs qui t'envoient des messages, qui remercient, ou que tu as une relation, des gars qui ont fait carrière, en Espagne également, des joueurs qui, par la suite, que j'ai eu, qui ont pu débuter avec la première du Real Madrid, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, c'est des liens qu'on tisse et c'est une belle, c'est des belles aventures humaines finalement. Le foot, c'est ça aussi. Tu finis sur une très belle note à Lausanne. Et là, d'un coup, tu reviens à Genève, dans ta ville. Ça représente quoi pour toi, ce retour à Genève? Enfin, à Carouge notamment. C'est extraordinaire de pouvoir revenir à Genève parce que j'ai quitté Genève, j'étais entraîneur amateur chez les jeunes et je reviens à Genève plus de 10 ans après avec une expérience emmagasinée qui est très intéressante et pour continuer mon parcours et de pouvoir avancer main dans la main avec un club historique comme Carouge, c'est un bonheur, c'est une responsabilité, voilà, c'est une chance, une opportunité d'être en Challenge League. Et bien sûr que ça me fait plaisir de le faire à Genève. Tu as l'impression que c'est le plus gros challenge de ta carrière d'avoir accepté un projet comme celui de Carouge? Moi, tous les challenges que j'ai pris étaient les principaux challenges. On peut pas vivre d'une carrière de joueur et qu'on doit se créer notre carrière. Je pense que chaque poste que l'on a la chance d'avoir à un niveau professionnel, que ce soit en formation ou en élite, en professionnel, c'est un immense défi. Et forcément, celui de Carouge, c'est un immense défi. Carouge, c'est un grand défi parce que j'arrive à un moment de transition du club, un moment vraiment pas facile avec voilà, cette hyper belle saison et bloc de saison qu'ils ont fait avec Adrian, où le club a énormément grandi, Adrian Urcea, mais pas seulement Adrian Urcea, l'ensemble du club, la direction sportive, le comité sportif, etc. Les joueurs, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Venir dans un changement de cycle, c'est jamais facile. C'est pas facile pour le Milan AC, pour Barcelone, pour l'Atlético de Madrid, pour tous ces grands clubs qui ont des changements de cycle de temps en temps, alors qu'on a tous les moyens, etc.
Dans un club comme Carouge, qui plus est, on a commencé la saison sans La Fontenette, plusieurs mois sans La Fontenette, 8 joueurs cadres qui sont partis, une équipe à refaire pratiquement de A à Z, un staff complètement nouveau, une ligue compétitive, des attentes élevées d'un point de vue footballistique, d'un point de vue aussi de résultats. Donc oui, un grand challenge. Et c'est quoi tes valeurs professionnelles au moment d'arriver à Carouge? Moi, je travaille beaucoup avec les valeurs. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Je pourrais en citer quelques-unes. La solidarité, par exemple. Pour moi, il faut qu'on soit solidaire au sein d'un staff, entre les joueurs. La communication, se dire les choses, s'ouvrir. L'enthousiasme. Moi, je suis d'origine brésilienne. Donc, moi j'aime prendre plaisir dans ce que je fais. J'aime l'enthousiasme. J'aime être content dans mon métier. Et je pense que quand on a une vibration positive, cette vibration positive, elle se transforme en résultat positif également. Je veille à ça, même s'il y a des situations qui ne sont pas évidentes. La confiance mutuelle. Enfin voilà, il y a plusieurs valeurs qui pour moi sont importantes au sein d'une équipe, au sein d'un groupe. Quelle place t'accordes aujourd'hui à la santé mentale du joueur? Enfin, maintenant, tu as des joueurs professionnels, enfin, l'année passée aussi. Quelle place toi t'y accordes et quelle importance t'y mets? C'est très important. Pour moi, c'est clé. C'est fondamental. Je me souviens l'année dernière à Lausanne, on a eu le cas d'un joueur d'un très grand talent qui avait eu une blessure de plus de 2 ans au genou. Et il n'arrivait pas à revenir. Et des rechutes. Et puis il a eu une consultation avec un médecin qui lui a dit, voilà, peut-être qu'il faut encore réopérer le tendon. Si on réopère le tendon, le foot, tu peux oublier, etc. etc. Et puis, en fait, lui, il y a eu un moment où il s'est dit, non, mais moi, ouais, ça y est, je veux juste me mettre bien de ma blessure. Mais moi, j'ai aucune... Ça y est, je tire un trait sur ma carrière. Et puis, je me rappelle, en discutant avec le directeur technique de l'époque du club, on a dit, bon, on le prend quand même en stage. Il vit, on est parti en France. Il vit un moment difficile. Et puis, 3 semaines après, il jouait un match de championnat. Puis depuis, il a enchaîné une 50aine de matchs. Donc c'est pour dire l'impact qu'a le cerveau sur le cœur humain, sur le corps humain. Et le cœur humain, je pense, c'est aussi le cœur également. C'est parlant aussi. Et l'importance des joueurs qui sont bloqués, des joueurs qui ont la personnalité pour... Tu as des joueurs qui ne s'entraînent pas bien, mais qui jouent très bien. Tu as des joueurs qui ont besoin de bien s'entraîner pour bien jouer. Tu as des joueurs où tu sens qu'il a un déclic. Nous, là, on le vit cette saison avec, par exemple, un joueur comme Itai Tinga, qui est un très grand joueur, qui a centaines de matchs en Super League. Il arrive, il a un peu d'appréhension, il revient d'une blessure aussi de 2 ans, aussi le genou. Les premières semaines, les premiers matchs, c'est difficile, il y a un peu de frustration parce que tu te sens que tu n'es pas à ton niveau. Et puis, il reste là sur une série où il a marqué sur 7 matchs de suite, me semble-t-il. Et tu sens que le joueur est libéré, qu'il arrive à franchir un cap. La confiance, parfois, suite à une erreur. Comment tu rebondis à une erreur? Il y a des joueurs qui font une erreur, ils marquent droit derrière. Puis il y a des joueurs qui font une erreur, ils s'écroulent. Voilà, tu fais un retour avec lui et puis il te dit non, mais moi, après ce ballon, c'était terminé le match pour moi. Tu étais en train de processer. C'était terminé, j'y arrivais plus. Donc, c'est fondamental. J'ai 2 questions pour toi. La première, c'est, on aime bien poser cette question en disant, si on venait en arrière et puis qu'on posait la question aux jeunes, toi, qu'est-ce que tu aurais besoin? Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on sorte un petit peu de ça. Et puis que si tu devais dire à tous les jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de devenir footballeur pro, quelles sont les plus belles valeurs qui vont pouvoir faire une différence dans leur carrière, à adopter dès maintenant? Moi, je dirais que c'est de ne pas se focaliser sur le foot. C'est-à-dire que c'est d'avoir quelque chose en parallèle, c'est de garder le foot comme un plaisir. Évidemment, il faut faire preuve d'obstination, il faut des sacrifices, il faut avoir une hygiène de vie, mais je pense qu'il faut avoir, quand tu rentres sur un terrain, ça reste un jeu. Et tu dois le vivre comme ça. Et, tu dis de relativiser. De relativiser, de ne pas mettre... Et souvent, c'est les entourages qui sont difficiles par rapport à ça. Parce que
parfois, il y a presque plus d'attentes au niveau des entourages que du joueur. C'est drôle ce que tu dis, parce qu'avec Gauthier, on est en train de penser à un projet aussi sur l'accompagnement des familles auprès des sportifs. On va communiquer les choses en tenté, mais c'est vrai que dans quel environnement le sportif grandit, quelles attentes il y a autour de lui, comment il vit les choses. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose aussi à travailler au-dessus. Et puis c'est totalement parlant dans l'exemple que tu donnes. Absolument. Moi, je pense que la famille est fondamentale. D'ailleurs, au Betis, à l'époque, ils avaient fait une étude sur leurs jeunes et puis ils avaient classifié ce serait intéressant d'ailleurs d'y voir un petit peu plus de détails, mais ils avaient fait une étude sur les jeunes du centre, les joueurs qui avaient un cadre de vie, ils avaient considéré stable, peu stable, pas du tout stable, très stable, etc. Et puis il y avait une corrélation claire entre le cadre de vie du jeune et le pourcentage de ceux qui arrivaient en réserve et chez les pros. Les joueurs qui avaient un cadre de vie qui était compliqué avaient beaucoup moins de chances d'y arriver. Ouais. Donc ça, et on le voit, parce que du coup, le gars, il arrive à l'entraînement, soit... Alors après, c'est là aussi les différences culturelles sont intéressantes. En France, au Brésil, parfois aussi en Espagne, tu deals avec certains jeunes qui ont vraiment besoin de ça pour s'en sortir, d'un point de vue personnel. Donc, ce qui m'a par exemple choqué à Reims, le premier entraînement, je vois tout le monde avec des protèges tibia, alors que c'était juste une petite conservation. Je dis, mais il se passe quoi? Puis au premier ballon, l'entraîneur, il était à côté de moi, j'étais entraîneur adjoint, je l'ai pris comme ça, parce qu'il y a eu un qui est monté avec les deux jambes, et tu te dis, ah ok, là, il rigole pas, ça va vraiment à 2000, parce qu'en fait, ils ont faim. Ils ont vraiment besoin de ça pour s'en sortir dans leur vie personnelle. Tu as des cadres, heureusement, la Suisse, par exemple, tu as plus de stabilité économique en dehors du sport, donc les gens ont peut-être moins besoin, mais peut-être parfois aussi ils sont moins capables de faire des sacrifices. Après, est-ce que le fait que tu aies besoin du sport pour t'en sortir, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va t'aider ou être contre toi? C'est complexe. C'est intéressant, et puis je pense que ça mérite de refaire une deuxième heure une autre fois, parce qu'on a ouvert plein de volets, hein, les différences culturelles, la dimension émotionnelle, la dimension familiale. Et puis je pense qu'on pourrait penser à un truc de refaire un podcast pour rediscuter de tout ça. Nous, on avait encore 2 questions pour toi, pour clôturer ce podcast. Tu veux annoncer le prochain invité? Ouais, on est en train de trouver une date avec ce cher Marc-Antoine Pouliot. C'est un vétéran de plus de 40 ans maintenant. Il a fêté ses 40 bougies, qui joue encore professionnel au hockey sur glace. Ouais. Est-ce que, comme ça, en ayant ces quelques infos, tu aimerais poser une question à cet hockeyeur professionnel qui est dans la longévité? Bah, c'est très intéressant parce que c'est comment tu gères la fin de carrière, comment tu gères en fait ton corps, que tu sens que tu n'as plus les mêmes performances que dans le temps, tout en restant compétitif à très haut niveau. Donc ça, c'est top, c'est un invité de choix. Ouais, on a de la chance. Il joue NHL aussi, donc on se réjouit. Chouette. J'ai noté, comme ça on lui posera la question. Et puis si une personne devait être à ta place pour un prochain podcast et parler d'elle-même, qui est-ce que tu voudrais que ce soit? Alors, c'est une bonne... Alors, de nouveau, c'est comme les autres. Ne nous dis pas Ronaldinho, des personnes hors de portée. C'est intéressant. Moi, je pense que peut-être un dirigeant, quelqu'un qui soit dans l'encadrement, plus haut qu'un entraîneur, ça peut être intéressant. Ok, Ah. génial. Ou peut-être même ou alors un jeune sportif, un hockeyeur, un footballeur qui découvre le monde professionnel. Par exemple, un gamin qui a pu cette saison débuter avec un club pro dans le football suisse, comment il se sent, comment il perçoit la Dans les chose. dans les 2 exemples, tu aurais un nom en tête, éventuellement? Ou un nom, pour moi, c'est difficile de donner, mais je pense que dans le bassin, vous aurez assez J'ai de... déjà quelqu'un en tête. Très bien. Je note idée de Gauthier. Chouette. En tout cas, nous, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse pour éventuellement faire un deuxième podcast, parce que là, on a plein de sujets, je pense, à aborder et puis à développer. Toujours. Et puis avec nos regards croisés à tous les trois, je pense qu'il y a pas mal de choses à amener. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir, Pedro, de t'avoir Ouais, avec c'était nous génial. et Top, t'entendre. merci pour tout ce que tu nous as donné. Et puis de nouveau, un petit coup de pub pour tous ceux qui veulent s'instruire sur le domaine tactique. Je pense qu'il y a pas mal de choses à apprendre là-dedans. Et puis voilà. Sacha, tu l'as lu?
Non, je ne l'ai pas lu. J'ai plein de choses à lire, donc éventuellement, ça fera partie de ma liste. Coach assistant. Voilà, exactement, pour m'éviter toutes ces prises de tête. Magnifique. Merci beaucoup, les gars. En tout cas, merci à vous de l'invitation. Merci les gars. Avec grand plaisir, merci. Trop bien. Tip top. Bon.